Alors, Faure vient de nommer quelques préfets et on se rend compte qu'il y a eu 9, sur les 9 préfets, il y a eu 5 au moins qui sont des corps habillés. Des corps habillés qui sont à la retraite. Et si on prend les 39 préfectures, je ne sais plus si c'est 39 préfectures aujourd'hui, si on prend les préfectures aujourd'hui, on voit que, par exemple, dans la région des Savanes, vous avez pratiquement 4 préfets qui sont officiers. 5AC, vous avez le colonel Yanani Tiakabe. Il était au SRI avec Yaka à l'époque, colonel Yanani. Vous avez le Pendjal Ouest, vous avez le colonel Bitassa Pakai, lui aussi, il est SCRIC, donc c'était ancien de SRI. Au Pendjal, vous avez le commissaire divisionnaire Balaté Miki Djebe, il était à la Sûreté nationale, sous Koudovor. Vous avez Oti, c'est Mango, non? Vous avez le colonel Kondi Kidigan. Et Mango là-bas, avant, c'était le colonel Wadja. Donc, pour la région des Savanes seule, vous avez 5, 1, 2, 3. Vous avez 5 préfectures qui sont dirigées par des corps habillés. Et des corps habillés, pour la plupart, qui sont déjà à la retraite. Quand vous descendez, on peut faire l'exercice dans les commentaires. Vous avez la Kéran, je ne sais pas si c'est un militaire. Vous avez la Koza, c'est un militaire. Vous avez Bassa, je ne sais pas si Bassa c'est un militaire. Gerenkouka, c'est un soldat. Vous avez Gerenkouka, c'est un soldat. Kara, je pense que c'est un soldat. Bafilo, je ne sais pas trop. Labina, je ne sais pas trop. Agné, c'est un officier. Blita, je ne sais pas trop. Esmono, c'est un officier, donc Bitenewe. Et Atakpame, je ne sais pas trop. Moyen Mono, c'est un soldat. Donc, S-Mono, c'est un soldat. Moyen Mono, c'est un soldat. Et, bref, vous avez pratiquement 40, sur les 39 préfectures, vous avez 60% ou 70% qui sont des corps habillés. Qui sont des corps habillés. Alors, la question qu'on se pose est de savoir à quoi sert l'ENA. Il faut fermer l'ENA. Tablibo aussi, c'est un officier. Il faut fermer l'ENA. À quoi sert l'ENA? Mais Faure, en mettant les militaires à la tête des préfectures, il visait un objectif précis. Son père n'avait pas fait autant. Son père qui était militaire n'avait pas fait autant. Bafilo aussi, c'est un officier. OK, Notien aussi, voilà. Et donc, son père qui était militaire n'avait pas fait autant. Pourquoi lui, il en fait autant? Il en fait pour un double objectif. Premier objectif, pour lequel il nomme les militaires à ce genre de poste, c'est que il lance un message aux militaires en leur disant, si vous restez loyal, si vous me jurez fidélité, à la fin de votre carrière militaire, je peux vous trouver une nouvelle carrière pour votre vie. Et puisqu'on sait que la plupart de ces colonels et ces commandants, ils finissent leur carrière dans la misère, les nommés préfets, pour eux, c'est comme une troisième mi-temps. Donc, il envoie un message aux officiers en disant, je suis capable de prolonger votre carrière dans une préfecture si vous restez fidèle, vous restez loyal à mon système. Donc, c'est un message qu'il envoie à toute la hiérarchie militaire. Sauf que on n'a pas 100, 150 préfectures. Vous savez comment les colonels finissent leur vie. Beaucoup de colonels finissent dans la misère. Certains n'ont même pas de véhicules, certains ont des motos. Quand on convoque des réunions des anciens combattants de l'état-major, certains vont à pied. Donc, il leur fait savoir, si vous restez fidèle au système, vous respectez les ordres, vous réprimez les gens. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens ont fait, ce qu'on a préféré là, beaucoup ont fait le SCRIC, ou sont mêlés dans les affaires de violation des droits de l'homme. Donc, si vous respectez les consignes, vous respectez les ordres qu'on vous donne, vous maltraitez bien les gens, je vais vous faire un bonus. Le bonus, c'est qu'à la fin de votre carrière, je vais vous faire préfet pour une troisième vie. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est une manière de quadriller le pays. Sachant que le préfet militaire a pour habitude de gouverner à la méthode des militaires. Il doit soumettre les populations, il doit faire craindre les gens. Vous avez entendu beaucoup de gens de S-Mono et Lavagnon dire que le préfet Biteno les a giflés quand ils sont partis là-bas avec les affaires de terrain. Il les a chassés, il a giflé certains et tout ça. Et donc, le deuxième message, c'est ça. Aidez-moi à maîtriser les populations dans les préfectures où je vous nomme.
Donc, c'est le deuxième message qu'il leur envoie. Sachant qu'on a déjà des gouverneurs qui sont des militaires. Le gouverneur de Kara, Adjitoou, c'est un militaire. Le gouverneur de Atakpame, Manganawe, c'est un militaire. C'est deux généraux qui sont à la retraite. Je ne sais pas s'il y a encore un gouverneur qui est militaire quelque part. Mais le deuxième objectif, c'est ça. Aidez-moi à maîtriser les populations à la base. Parce que vous êtes préfet militaire, et puisqu'ils sont des préfets militaires, ils vont soumettre les juges, les magistrats, ils vont soumettre les maires. Quand ils vont parler, les magistrats vont avoir peur. Quand Manganawe était à Guérékouka, on avait fait un grand dossier sur lui. Il y avait un juge là-bas qui a eu des problèmes avec le préfet. Et le juge a dû quitter, je ne sais pas, avant même son affectation, Guérékouka. Donc, c'est une manière de quadriller systématiquement le pays. Sachant qu'il y a des aspects que vous ne connaissez pas. Donc, on a les préfets militaires, on a des gouverneurs militaires. Vous savez qu'il y a des maires aussi qui sont militaires. Il y a des maires qui sont à la retraite que UNIR a positionné comme militaires. Il y a des maires qui sont militaires. Vous savez ça. Dans certaines mairies, il y a des maires qui sont militaires. Et donc, non seulement ils quadrillent les localités, mais ils vont faire aussi du renseignement. Ce n'est pas pour rien que la plupart sont des gendarmes. Ils vont faire du renseignement. Ils vont remonter des informations directement à Fond d'Assingwe. Mais il y a aussi le fait que il y a quelque chose que vous n'avez pas observé. Beaucoup de chefs de villages et de cantons sont aussi des militaires à la retraite, de plus en plus. C'est pour ça que je dénonçais tout à l'heure le ministère de l'administration territoriale. Il y a de plus en plus de chefs cantons et de chefs de villages qui sont des soldats à la retraite. Genre, parfois c'est adjudants, c'est commandants, c'est adjudants, c'est sergents qui sont à la retraite, qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, on fait tout pour imposer à la tête de certains cantons. Et parfois en divisant même les héritiers. Et ça, c'est l'administration territoriale qui fait ça. Donc, quand vous prenez comment est-ce qu'il est en train de mailler tout le territoire, en train de mettre les militaires partout. Oui, le maire d'Adétikopé, oui, c'est un militaire. Il doit avoir aussi un militaire à Tablibo, qui est maire. S'il n'est pas à Yassou, il sera quelque chose, qui est maire aussi, à Tablibo. Il doit avoir un maire là-bas qui est militaire. Tous ces gens-là, ce sont des suppôts du régime que le régime est en train de placer à tous les endroits. Et ce sont ces gens-là qui vont interdire les meetings demain de l'opposition, qui vont brimer les opposants, qui vont arrêter les jeunes, qui vont suivre les gens. Avec leur simple téléphone, parce qu'ils ont été militaires, ils vont faire pression, ils vont interdire les manifestations. C'est ça le rôle qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. En train de militariser le pays. Et donc, on a formé beaucoup de jeunes à l'ENA. Ils sont à la maison. Certains font 7 mois, n'ont même pas encore pris fonction. On leur a dit que Sandra Johnson, qui doit signer le décret de leur prise de fonction, n'est pas libre. On a formé des jeunes. Ils sont sortis de l'ENA. Ça fait 7 mois. Ils sont à la maison. Et on ne peut même pas les engager. Pendant ce temps, on prend des gens qui ont fini leur carrière et on les bombarde, préfets partout. Certains sont devenus des chefs de village et tout ça. Des chefs cantons. Les maires, ils sont des militaires pour terroriser la population. Donc, vous voyez que Fond d'Assingwe, son pouvoir, le pilier fondamental de son pouvoir, c'est l'armée. Et il en use même plus que son père. Et je vais vous donner le cas d'un préfet. Le cas d'un préfet, en dehors de Bitenewe qui fait les dégâts dans l'Est Mono, il y a le cas d'un autre préfet. Tous ces préfets-là qui ont géré les préfectures ont fait des dégâts. Les préfets militaires. Quand Manganawe était à Guérékouka, c'était terrible. Quand Awate était à Mango, c'était terrible pour les populations. Wadja qui est venu remplacer Awate, pareil. Bitenewe dans l'Est Mono, pareil. Et comment l'appelle-t-on? Diato dans l'Est Mono. Et c'est de lui que je vais parler. Le plus vieux préfet qui vient d'être remplacé a été nommé en 2004. Le colonel Diato. Il a été nommé en 2004 préfet de Moyen Mono, donc Toum, 2004. Donc, disons qu'il fait 22 ans, il a fait 22 ans de préfecture, Moyen Mono. Et à un moment donné, il a confondu la préfecture à sa personne. Il y a ceux qui disent 2003 même. Il a confondu la préfecture à sa personne. Il était devenu le propriétaire de la préfecture. Rien ne peut se passer dans la préfecture sans son accord. C'est lui qui décidait de tout. Même les cadres de la préfecture n'ont pas le droit de le contester. Il est devenu le petit Mussolini de la préfecture
de moyens mono-atomes là-bas. Et donc, il a régné de maître depuis 22 ans chez cette préfecture. Vous le trouvez dans les problèmes de chefferie, l'accaparement des terres, tout ce qui a géré dans la préfecture, c'était lui. Et c'est lui qui imposait sa volonté dans la préfecture, en brimant les populations. Les contrebandes de carburant qui partent du Bénin, dans les zones de Adja pour rentrer au Togo, tout ça là, c'est lui qui veillait sur tout ça. Toutes les contrebandes. À la fin, il s'est immensement enrichi. Au point que c'est lui qui a conçu les infrastructures pour héberger tous les services de l'État à Tongou là-bas. Même si son nom ne figure pas sur les documents, il a mis des gens pour cacher la réalité. C'est-à-dire, il a utilisé des prêtres, non? Il a conçu des immeubles à Tongou qu'il a loués à l'État. C'est-à-dire, la plupart des immeubles, des services qui sont à Tongou, c'est lui-même qui les a fait construire par l'intermédiaire d'un de ses proches et il les a loués à l'État. Vous trouvez que c'est normal? On va voir des images. On va voir des images. Vous voyez cet hôtel-là? Tout ce complexe que vous voyez là. L'hôtel là, c'est à lui. Mais c'est le nom de quelqu'un qui est sur ça. C'est un hôtel qui est à Tongou là-bas. Et quand on veut faire les élections, c'est là-bas qu'on loge la CELI, la commission électorale indépendante, locale indépendante, CELI. Donc, quand il y a les élections, il loge la CELI dans cet hôtel là-bas, à Tongou là-bas. Et c'est là-bas qu'ils font les magouilles au niveau de la CELI. Donc, la CELI de Tongou est généralement logée dans son hôtel. À côté de son hôtel là, à côté de la CELI là-bas, vous voyez l'OTR. Il y a l'OTR qui est de l'autre côté, dans le bâtiment. De l'autre côté, il y a l'OTR qui est de l'autre côté, dans le bâtiment. Tout ça, c'est à lui. Hein? Donc, l'autre côté, c'est sur 2 rues. De l'autre côté, il y a la direction de l'OTR. Donc, l'OTR, il a loué ça à l'OTR. Après, le siège de UNIR. Le siège de UNIR, il a loué ça. Non, pas encore, c'est ce truc. Le siège de UNIR, toujours dans le complexe là-bas, c'est lui qui a loué ça. Après, vous avez la maison de la justice. Ils ont créé les maisons de justice actuellement dans les préfectures. C'est toujours là-bas. Il a loué ça aussi, dans ce bâtiment. Après, il a une salle de réception derrière qu'il a nommée Fonya Simbe. La salle de réunion et de réception est baptisée salle Fonya Simbe. Donc, il loue cette salle quand vous voulez faire des activités à Tongou. Vous n'avez pas le droit d'aller faire dans un autre hôtel ou dans un autre lieu. Vous êtes obligé de faire ça dans sa salle qu'il impose aux gens. Et la salle s'appelle salle Fonya Simbe. Ensuite, on voulait installer une compagnie républicaine d'intervention. C'est un truc de commissariat ou de police. On voulait prendre la maison d'un baron. Il a refusé. Il allait rapidement construire ça. Il a loué ça à la police. Et donc, à force d'avoir duré dans la préfecture, il est devenu totalement... C'est-à-dire, sa personnalité incarne toute la préfecture. Tout, c'est-à-dire, c'est lui qui incarne toute la préfecture. Et donc, quand on nomme les militaires à la tête des préfectures, voilà les dérives auxquelles on s'attend. Et ce monsieur, il a fait 22 ans ou 23 ans à la tête de la préfecture. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de foncier. Le problème foncier dans cette zone-là, même le terrain sur lequel il a construit son complexe-là, c'est un terrain qui a des problèmes. Et ça aussi, je ne veux pas en discuter tout à l'heure. C'est un terrain qui a des problèmes. Et donc, au Togo, au lieu que l'armée soit utilisée pour travailler, on positionne les militaires pour réprimer les gens. Et donc, lui, tous les dégâts qu'il a fait dans cette préfecture, tous les services de l'État, les bâtiments que vous voyez là, appartiennent à ses proches qu'il a loués à l'État. Vous trouvez que c'est normal? Et maintenant, on vient de le remplacer par un autre militaire, un colonel aussi à la retraite. Donc, ça veut dire que les gens de Tongou là-bas, ils n'auront qu'à faire à des militaires. Mais ça, c'est le Togo. Et on n'a pas suffisamment le temps aujourd'hui de rentrer dans tous les détails. Mais je vais vous montrer ce que les militaires au Ghana font. Les militaires au Ghana.
Je vais vous montrer ce que les militaires font au Ghana. Et on va en terminer par là. Et c'est le génie militaire qui fait ce travail-là. Alors, je vous parle. On est en train de prolonger l'autoroute Accra-Koumassi. Il y avait déjà une partie qui a été faite. Maintenant, on est en train de prolonger. Et c'est aux militaires que l'État a confié ce travail. Parce que l'État ghanéen, c'est qu'en temps de paix, les militaires sont une charge pour la République. Ils ne font rien. Ils sont dans les camps en train de jouer les cartes, en train de jouer les SIPA, tout ça, alors qu'ils sont payés. Et c'est eux qui sont les premiers payés le 24 du mois. Alors, le Ghana a compris, comme l'Égypte et comme d'autres pays, qu'il faut développer le génie militaire dans l'armée pour que les militaires construisent les écoles, les ponts, les routes et soient prêts à aider la République. Mais au Togo, quand ils finissent le rassemblement, s'ils ne vont pas chasser les souris pour leurs patrons qui sont sous les manguiers, ils vont jouer les SIPA. Et quand il y a des manifestations des opposants, on les habille en policiers et en gendarmes, on les sort pour frapper les gens. Et quand vous arrivez à Accra, voilà les échangeurs que vous rencontrez. La dernière fois, je vous ai projeté l'échangeur de Tema. Voilà un autre échangeur, le plus grand même en Afrique de l'Ouest, qui est à 3 niveaux. Regardez ça. Même en Europe, ils font plus. Ils font plus d'échangeurs. À 200 km de Lomé. Ça c'est l'échangeur. Nous sommes à Accra. Nous sommes à Accra. Hein. Ça, c'est l'échangeur de Pokwassi. Vous voyez ça? Même en Europe, ils ne font plus ce genre d'échangeurs. Vous les trouvez en Chine. Mais le Ghana fait ça. Le Ghana et en multiplie. Et en multiplie. Et donc, ils associent le génie militaire, parce que le génie militaire a été développé longtemps par Rollis. Et donc, les militaires, ils ont compris que les militaires qui passent leur temps dans les casernes quand nous sommes en temps de paix, ils sont inutiles pour la République. Je ne dirais pas inutiles, mais ils sont inefficaces. Donc, on les convertit pour qu'ils travaillent pour la République. Donc, ils vont construire les écoles, comme en Égypte. Ils vont construire. Le Ghana fait ça depuis le temps de Rollis. Ils vont construire les hôpitaux, ils font des routes. Ils ont quand même une partie qu'on leur confie pour travailler. Au Togo, ils sont là. Hein? Maintenant, on nomme certains préfets pour prolonger leur vie. D'autres, ils sont dans les casernes. Hein? À Takpamé, là-bas, ils venaient tuer les chauves-souris vers un dé là-bas, sur la montagne de la préfecture. Ils amenaient à Témédia pour leur patron. On braisait une grande partie. Le patron prend sa part, eux aussi prennent sa part. Quand j'étais à Bassadi, là-bas, il y a les gens qui sont à l'aéroport, les militaires, la base aéroportée. Ils sont venus me voir. Que eux, des vieux comme ça, ils viennent au boulot. Après le drapeau, on les envoie chasser les souris à l'aéroport là-bas pour leur patron qui est sous le manguier. Ils sont venus me voir, j'ai écrit un article là-dessus. La seule fois que le génie militaire au Togo a fait un travail, c'est les pavés d'Agbalepedo, du rond-point, du GTA là-bas à la station. Ils ont mis 10 ans, je ne sais pas quoi. Les machines sont restées là-bas totalement rouillées. Hein? Ils ont volé les pavés, tout ça. Et c'est eux qui ont créé toutes les inondations qui sont à Agbalepedo là-bas. La seule fois qu'ils ont fait une activité d'envergure, c'est les pavés d'Agbalepedo là-bas. Du rond-point là, à la station d'Agbalepedo. À l'époque, je ne sais pas, c'est le colonel Karka ou je ne sais pas quoi qui a dirigé les travaux. Eux-mêmes, ils ont construit leur maison et ils ont abandonné le truc là-bas. Et tous les quartiers environnants sont inondés. Les machines sont restées là-bas, rouillées. Le chantier là a duré au moins 10 ans. À peine 2 km, 1 km 500. Et c'est là où il y a plus d'accidents. Donc, voilà les vrais défis. Les vrais défis dont on a besoin chez nous. Donc, les militaires sont là. Ils sont dans les casernes. Ils ne font rien. Et à la fin de leur parcours, on les nomme encore préfets. Pour passer une troisième mi-temps à terroriser les populations. Alors qu'on a les écoles qui sont à Dapan, qui n'ont pas de toit. On a les écoles qui sont à Guérékouka qui n'ont pas de toit. On a les endroits où il faut construire les dispensaires. Mais tous ces militaires-là, en tout cas une grande partie, si on leur apprenait à travailler l'artisanat, c'est même à la fin de leur carrière, c'est bon pour eux, ils peuvent créer des cabinets pour devenir des tâcherons. Donc, ils peuvent construire les écoles, construire les petits ponts dans les villages, aménager les écoles pour les enfants. Mais ils sont dans les casernes. Et c'est quand on va dire que CAP 2015, je ne sais pas quoi, veut manifester, on les habille en policiers, on leur donne des matraques, ils sortent pour matraquer les gens pour le bien de Fogna Singbe. Ou bien il y a un qui est c'est pas au camp Bir là-bas, dans le procès Katanga, on a entendu qu'il est le charlatan du camp.
qui est le charlatan du camp. Je ne sais pas, sergent-chef, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, le charlatan du camp. Et on lui a demandé de faire une enquête mystique. C'est ça le Togo. Et donc, c'est tout ça qu'il faut mettre, qu'il faut changer pour que nos pays retrouvent un pays normal. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous cet après-midi. On a fait un peu c'est pas plus de 2h30, presque 3h. Et voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Et c'est dommage que notre pays en soit à ce niveau-là. Mais j'ai la conviction que les choses peuvent bouger à tout moment. Cette conviction-là, je l'ai. Et même les gens du pouvoir même sentent qu'il y a quelque chose il y a du sable qui se dérobe sur leurs pieds. Aujourd'hui, le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Le Ghana fait des routes. En une année, ils font des routes. Au Togo, on a dit qu'on va faire la nationale numéro 1. Ça fait 7 ans que Fora dit qu'il va dédoubler la nationale numéro 1. 7 ans ou 8 ans. Ils sont partis là-bas à Davier, Thiévier, tout ça. Ils ont dégagé les gens après le péage de Davier. Ils ont dégagé les gens. Ils n'ont indemnisé personne. Ils n'ont indemnisé personne. Et je vais terminer par là. Et vous allez voir comment est-ce qu'il faut... Il n'est pas vraiment quelqu'un qui se projette dans une vision pour le pays. Et donc, la nationale numéro 1, là, son dédoublement, vous savez à qui il avait confié ça? Vous savez à qui il a confié ça? D'aller chercher, de faire les études et chercher les financements. Et depuis des années, ça n'a pas bougé. Il a confié ça à Obasanjo. Avec une société du Nigeria et derrière Ige Olatokunbo. C'est à eux qu'il a confié la première phase du dédoublement de la nationale numéro 1 de Lomé à Takpamé. À Obasanjo. C'est pour ça qu'Obasanjo est tout le temps derrière lui. Avec Ige Olatokunbo. Et eux, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils n'ont ni fait les études, ils n'ont ni rassemblé les moyens. Ils n'ont pas pu faire les études, ils n'ont pas pu rassembler le financement. Et aujourd'hui, ils sont en train de chercher d'autres financiers pour remettre, parce que la route là est tue. Aujourd'hui, tout le monde va passer par Palimé pour rentrer à Takpamé ou pour aller au nord. Donc, il a compris maintenant que ces gars ne peuvent pas chercher le financement et c'est maintenant qu'ils sont en train de chercher d'autres acteurs pour chercher le financement. Donc, c'est Obasanjo qui devait faire cette route-là, une société amenée par Obasanjo. Et derrière, il y avait Ige. Si on avait un dirigeant qui était visionnaire, responsable, soucieux de rendre compte au pays, c'est Obasanjo qui va demander de venir d'amener une société pour vous donner une route de doublement. C'est pour ça que la route est abandonnée. Et aujourd'hui, c'est l'une des routes les plus dégradées du Togo. Lomé à Takpamé. C'est maintenant qu'ils sont en train de chercher quelqu'un d'autre à qui remettre ce marché-là pour aller chercher les financements. C'est ça le Togo. C'est-à-dire, on fait les choses par intérêt. Combien je dois gagner? Quelle commission je dois prendre? Donc, on appelle un ami, on dit, bon, je te donne ça. On n'appelle pas les spécialistes pour dire, je veux faire telle route. Au Ghana, ils appellent les spécialistes. Même si on a formé un génie militaire, on peut remettre cette voie au génie militaire de l'armée togolaise pour faire ce travail. Et les militaires vont gagner des suppléments de leur salaire. Si on forme les militaires au génie militaire, au génie, mais quand ils vont finir leur vie, ils peuvent se reconvertir en entrepreneurs pour leur troisième vie. Restez là-bas.